parler de la fidélisation en lien avec le merchandising. Donc l'idée, c'est de savoir comment le merchandising peut nous aider à créer de l'attachement pour mieux fidéliser. Aujourd'hui, on va essayer de redéfinir quelques outils du merchandising qui pourraient nous permettre d'apporter une fidélisation par de l'attachement. Je parle de retour aux fondamentaux, revisité parce que le merchandising il a évolué parce qu'on connaît mieux nos clients, mais les outils sont restés relativement les mêmes, avec une manière peut-être différente de les mettre en place sur le terrain et de les utiliser. Aujourd'hui, si on doit redéfinir la fidélisation, c'est évidemment tout un tas d'outils que l'on peut mettre en place qui vont nous permettre d'accroître la valeur d'un client, d'instaurer évidemment une relation de confiance, consommer plus et consommer plus souvent. L'idée, c'est de faire revenir un maximum de fois le client en magasin. Alors, la fidélisation peut se comprendre au sens large. On peut parler évidemment de tout ce qui se passe avant l'arrivée en magasin. Et on en parlera aussi de l'arrivée, de ce qui se passe ensuite, après le magasin. Et évidemment, l'enjeu, ça sera toujours l'idée du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'idée de la fidélisation a un petit peu évolué. On ne veut pas simplement faire consommer, on veut surtout que le client consomme mieux. Et l'idée de le faire revenir en magasin, d'ailleurs pas uniquement pour consommer. Et ça va être l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de se dire qu'au-delà de la fidélisation, on va essayer de créer une relation qui va permettre au client, en plus de consommer, de s'attacher à la marque. De créer cet attachement-là va permettre de ne pas uniquement être sur un critère, je dirais, consumériste, mais quand on crée de l'attachement, ça devient plus difficile de se séparer de la marque, quels que soient les prix que la marque exerce d'ailleurs. Ce qu'on peut dire sur la fidélisation, c'est qu'une fois qu'un client est fidèle, le Saint Graal, c'est un client fidèle qui va devenir un véritable défenseur de la marque, qui va donner à la marque ses lettres de noblesse, devenir son avocat. En devenant un petit peu son avocat, elle va évidemment plébisciter la marque. Donc l'intérêt d'un client fidèle, c'est d'en faire un ambassadeur. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, une marque qui est appréciée va être plébiscitée, va être valorisée et du coup va être mise en avant. On le sait avec tous les réseaux, ça voyage bien plus vite qu'une jolie vitrine, qu'une jolie publicité. On sait qu'un client achetant, il participe, il vote, il donne aussi son avis. Parfois, il revendique en n'achetant pas. Voilà, donc sa consommation va définir son monde de demain. Et du coup, le nôtre, en tant que retailer, en tant que merchandiser aussi. Donc, se rapprocher de son client, mieux le connaître, va nous permettre de pouvoir s'adapter à lui et de faire de lui l'influenceur de demain et l'influenceur aussi de son quotidien. Même si on verra que dans notre métier à nous, l'idée, c'est bien évidemment de changer son quotidien et de lui donner un petit peu plus qu'un quotidien, plutôt quelque chose à rêver. Je me rends compte, même pas présentée. Je vais peut-être commencer par ça, pardon. Je m'appelle Natacha Fromentin-Jarrier. Je suis à la tête d'une agence de merchandising global, qui va justement travailler sur la totalité d'un parcours client, dont l'enjeu est, comme je vous le dis, de faire revenir le client et pas uniquement de faire consommer le client. Voilà, c'est mieux pour les présentations. Ça sera plus simple comme ça. Donc, pour continuer sur l'idée de la fidélisation, se dire que la motivation d'achat n'est pas la seule. Aujourd'hui, le client il cherche de la valeur, il va chercher évidemment de l'adhésion. Le prix, c'est une bonne chose. Tant mieux, ça peut parfois faire la différence. Mais on sait que sur la longueur, ça ne sera pas l'élément qui va perdurer. Voilà. On sait que créer de l'attachement sera une des seules valeurs qui permettra au client de revenir et de s'attacher sur du long terme. Et surtout de voir progresser une marque et de progresser avec elle. À charge maintenant à la marque de progresser également avec son client. Voilà. Donc c'est toute l'image de la marque que l'on va travailler autour de la fidélisation. Donc on le voit, un programme de fidélisation classique, même s'il est travaillé sur réseaux sociaux, toute la partie marketing, ne suffira pas à garder et à faire revenir un client en magasin. Ça suffira largement à le faire venir,
Très bien. Une fois que le client est arrivé, que se passe-t-il? Il faut que le client reste, consomme et éventuellement revienne. Voilà. Donc toutes les campagnes de fidélisation, c'est un super truc. Hein. Vous recevez des emails, c'est soit chouette, soit ça passe à la poubelle. L'enjeu aujourd'hui, c'est en magasin de faire vivre quelque chose d'autre que simplement du prix. Donc comment travailler ce lien? Quelque chose que l'on voit à travers beaucoup d'études, c'est que rarement la partie commerciale est à l'origine d'un déficit de fidélisation. Hein, on voit que souvent le client n'adhère plus à la marque, ou en tout cas ne la suit plus, n'est plus fidèle, parce qu'il ne se sent pas considéré. Donc une des questions qu'on se pose en tant que merchandiser, c'est de se dire comment on peut considérer un client, comment on peut lui donner la sensation qu'il est considéré en magasin. 98% des clients mécontents ne se plaignent jamais. On en entend quelques-uns se plaindre. Ça, c'est de bonnes indications. Mais les autres ne vont pas se plaindre, ils vont s'en aller. Donc, c'est aussi intéressant de considérer que si on n'entend pas de clients mécontents, c'est juste parce qu'ils ne sont plus chez nous. Des clients satisfaits vont en parler à 3 personnes. Un client mécontent en parlera plutôt à 12. La mauvaise publicité voyage beaucoup plus vite que la bonne. Voilà. Par contre, on sait que vivre une bonne expérience, ça, c'est quelque chose qui va bien voyager sur les réseaux sociaux et qui va même venir complètement s'intégrer, je dirais, à la partie émotionnelle du client. Donc, l'envie de revenir va être beaucoup plus facile. 75% des expériences négatives ne sont pas en rapport avec le produit. Donc, quand on dit parfois que ce n'est pas le bon produit, qu'il est trop cher, c'est rarement finalement ce qui revient dans le fait que le client ne soit pas fidèle. Les expériences négatives pèsent pour 65% des clients perdus. Donc, ce n'est pas simplement un client qui n'achètera pas, c'est un client qui ne reviendra pas. Donc, dans expérience, on met au sens large. Hein. On peut très bien se dire que c'est un échange avec l'équipe de vente, que c'est un produit qu'on n'aura pas en stock. Voilà, l'expérience négative, elle est très, très vaste. On va essayer d'en maîtriser quelques aspects aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même que 65% des clients sont attentifs à l'expérience vécue. Et puis enfin, on sait aussi que recruter coûte 3 fois plus cher que de fidéliser. Voilà, aller chercher un nouveau client coûte plus cher. Fidéliser, on verra qu'en termes d'investissement, on a tendance à souvent mettre beaucoup plus dans le marketing que des outils en magasin. Mais travailler avec des outils en magasin, investir sur un espace qui est déjà a priori payé, nous permet de tout de suite transformer une bonne expérience en achat. Alors qu'une campagne marketing, éventuellement ça fait venir, mais un client qui va être déçu avec une super campagne en amont et puis rien, quand on ne retrouve rien de cette expérience en magasin. Voilà, donc on va essayer de parler d'un parcours un peu sans couture, avant, pendant et même après. Voilà. Pour ça, du coup, je vous propose aujourd'hui de balayer 3 axes qui vont nous permettre de voir quelques outils que l'on peut mettre en place pour justement véhiculer de l'attachement. On l'aura compris, avec l'attachement, on va parler on va parler au client, mais d'autre chose que de la consommation. On va lui parler de lui. Donc le premier axe que je vous propose d'explorer, c'est l'émotion. Avec l'émotion, on va essayer d'attirer le client, ça c'est une première chose, pour le garder à l'intérieur du magasin, le faire rentrer et le garder à l'intérieur, et surtout le faire se sentir vivant. Donc c'est vraiment la création d'expérience. Le deuxième axe, c'est l'aspect communication. Donc comment faire en sorte que le client se sente compris et évidemment qu'il puisse vous comprendre et comprendre les produits aussi, dans l'idéal. Voilà. Et le troisième axe, c'est la relation à double sens. Comment essayer de créer une relation symétrique pour que le client ait la sensation qu'on lui rende service. Voilà. Qu'il ne soit pas juste en train de dépenser de l'argent, mais qu'il y ait aussi un retour, on le verra, qui est souvent humain, pour créer cette relation à double sens. Alors, je l'ai travaillé de cette manière-là parce qu'on va essayer d'aller dans le sens de découverte du parcours client. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit voir en arrivant, c'est de l'émotion. Pour arriver à la fin du parcours client, à cette relation que l'on essaie de créer avec son client. Je vous propose pour ça de partir dans un magasin que j'ai découvert assez récemment,
qui s'appelle j'ai un trou, House of Rituals, qui est un magasin du coup qui est à Amsterdam, qui est une marque qu'on connaît en France, hein, qui a des petits magasins, souvent des corners. Amsterdam, qui est donc le pays d'origine de cette maison, qui a été fondée dans les années 2000. Aujourd'hui, 1000 points de vente. Et du coup, ce flagship a été ouvert en 2020 pour les 20 ans de la marque à Amsterdam. En rentrant dans ce magasin, moi j'ai vécu une super expérience au point que j'en ai même pas eu l'impression d'être merchandiser. Je me suis vraiment remise à la place d'un client. Donc bon, pour que ça marche, c'est qu'il y avait quand même quelques petites clés hyper sympas à vous partager aujourd'hui. Dans ce grand magasin-là, la gamme de Rituals est vraiment étendue. On n'a pas que des produits cosmétiques, on a de la déco, du textile, un peu d'expérience. Voilà, on a énormément de choses mises à la disposition du client pour vraiment presque y passer la journée, quoi. Alors, la baseline de Rituals, c'est ça, c'est transformer les routines quotidiennes en moments riches de sens. J'espère qu'après ça, vous verrez que l'expérience vécue aussi est très riche de sens dans ce magasin-là. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à mettre leur baseline au service du produit et au service de l'expérience en boutique. Alors, parlons d'émotion, notre premier axe. Tout l'enjeu de l'émotion, c'est de réussir à parler au cerveau qui ne réfléchit pas. Alors, je vous explique, on a deux cerveaux. On a un cerveau qui va réfléchir, qui va être très cohérent, qui va raisonner, qui va se dire c'est cher, c'est pas assez cher, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Et puis on a un autre cerveau, lui, qui est plus émotionnel, qui est reptilien, qui va réagir, qui va ressentir, et du coup qui va être plutôt dans la réaction et donc dans l'émotion. Ce que l'on veut venir capter chez un client, en premier lieu, quand on arrive presque vraiment face à la façade d'un magasin, d'une boutique, d'une enseigne, c'est déjà de créer l'émotion. On aimerait que le client, avant de rentrer, se dise « je suis même pas sûr d'en avoir besoin, mais j'ai quand même envie d'y aller ». Voilà. Donc ça, c'est important de se dire, la façade, les vitrines, la première partie de cette rentrée en boutique, elle doit convaincre, elle doit venir chercher, elle doit émerveiller. Ici, la façade est très chouette. Au-delà de ça, ils arrivent à créer l'effet waouh. Vous le verrez sur cette partie-là de la façade. Ils ont des très jolies vitrines, on voit au travers, on arrive assez bien à projeter l'expérience que l'on va vivre. L'idée de déclencher une émotion, c'est surtout de venir créer la curiosité et essayer de proposer au client quelque chose qui instinctivement va lui dire « tiens, je ne connais pas, j'ai envie de vivre ça ». Alors, on se dit comme ça, c'est pas très évident. Il suffit juste de se mettre à la place du client, hein. A priori, vous êtes tous de très bons clients et vous avez tous envie de vivre de très jolies expériences. Donc, normalement, en se mettant à la place du client, on arrive assez facilement à essayer de voir ce qui pourrait plaire. Déclencher l'émotion, c'est faire en sorte que le client se sente vivant, se faire sentir partie d'une histoire, être l'acteur d'une histoire, d'un storytelling. Donc, raconter une histoire qui va au-delà de son quotidien. On n'a pas tous envie de rentrer dans un magasin pour savoir qu'il faut se mettre de la crème anti-rides, d'avoir un rituel un peu basique. Ce qui est intéressant là, c'est que ça nous fait plonger dans un univers de sens. On n'a pas la sensation de juste venir acheter une crème. Hein, on a vraiment la sensation que ça peut, à la limite, révolutionner notre vie, quoi. Et c'est ça, toute l'idée du storytelling. Chercher une part d'enfance et une part de rêve aussi. Hein, la consommation, c'est presque le but final, mais avant, je dirais, travaillons vraiment sur l'émotionnel. Un autre point sur la partie émotionnelle, c'est travailler sur les points focaux. En arrivant en magasin, le client, de par la surface ou de par le fait qu'il ne connaisse pas l'espace dans lequel il va rentrer, il peut souvent être un petit peu perdu. Et c'est souvent le moment où on va hésiter à vraiment rentrer sur le parcours client, ou rester à l'extérieur et se dire voilà, c'était sympa, j'ai vu, je connais et je sors. Comment faire en sorte de garder le client et de lui faire poursuivre son parcours? C'est le travail des points focaux. Alors un point focaux, c'est un point qui va attirer l'œil à hauteur des yeux et qui va permettre au client de créer un parcours virtuel qui va lui donner envie de se projeter souvent au fond de la boutique ou dans un étage ou ailleurs. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir créer un parcours. Donc, je vous mets des petits mots-clés comme composition pyramidale. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. C'est une technique
qui permet d'avoir un point culminant, laissant de la visibilité autour de ce point et travailler avec de la masse plutôt en partie basse, souvent travail de stock ou autre. Hein. Bon, après ça, on rentre vraiment dans du pur merchandising. On voit ici chez Rituals que les différents points focaux sont travaillés évidemment avec de la couleur, de la masse, c'est très accueillant, c'est très visuel. Et du coup, à travers tous ces points focaux, le client arrive vraiment à se projeter dans son parcours. Un autre point pour attirer son regard dans les points focaux, ça va être le travail d'altimétrie. Le travail d'altimétrie, c'est le travail de hauteur. Faire en sorte de ne pas avoir un shop floor plat, mais au contraire, de donner à découvrir, de dire tiens, il y a un point un peu plus haut là-bas, que se passe-t-il derrière, hein, toujours dans cette idée de susciter la curiosité, donc de donner envie au client de passer derrière, de voir ce qui se passe, de tourner autour. Vraiment travailler sur presque la motricité, j'ai envie de dire, du client. Donc évidemment, créer du relief, de la profondeur, voilà, travailler sur un parcours, et on peut le voir ici d'ailleurs sur certains stands, hein, des stands qui vont avoir du relief, vont nous donner envie de rentrer. Dans la partie émotionnelle, on va chercher à stimuler encore sa curiosité, et du coup là on parle sensorialité. Alors c'est pas très nouveau, mais ce serait vraiment chouette que ça puisse être mis en place dans beaucoup de magasins. Voilà, on le sait, on le connaît, le client, plus il va sentir, tester, se sentir dans un environnement où tous les aspects sensoriels sont traités, plus ça sera facile pour lui de ne pas avoir à réfléchir. Attention, c'est un premier temps, hein, on va l'amener à la réflexion après, mais dans un premier temps, on veut simplement que le client puisse se promener, puisse vivre une expérience. Et donc pour ça, il faut lui donner de la matière. Donc évidemment, chez Rituals, je dirais c'est un monde de sens, presque l'endroit le plus facile pour vivre ce genre d'expérience. On voit, on teste, on sent, il y a de la musique. Chaque espace a d'ailleurs une musique un peu particulière. On a une belle visibilité aussi, on voit pas mal de couleurs. La visibilité éloignée est très travaillée. Beaucoup de choses à toucher, comme je vous ai dit, il y a des mix de cosmétiques, mais aussi de textiles. Donc on vient vraiment travailler sur toute la curiosité pour le client. L'enjeu dans tout ça, c'est de se dire comment je peux mettre en avant le produit pour que la rencontre puisse se faire avec le client. Un produit qui peut être senti, testé, il faut le faire. Il faut pouvoir donner cette expérience au client, faire ressentir ça au client. Pour continuer avec la partie émotionnelle et notamment dans la sensorialité, je fais un petit point sur la partie image-prix, qui peut être aussi un élément très rassurant pour le client. Alors l'image-prix, on pourrait la définir en se disant c'est les 5 B, le bon endroit, au bon moment, au bon prix, en bonne quantité. C'est essayer de présenter le produit pour que de loin, le client se dise c'est accessible, ça ne l'est pas, quel type de positionnement la présentation me permet de penser que le produit est accessible pour moi. Voilà. Donc ce positionnement doit être travaillé dans l'aspect merchandising, quantitatif et aussi qualitatif évidemment. Voilà. Donc ça crée du réassurement et ça veut dire que le client, en plus de vivre l'expérience, il va pouvoir commencer à toucher le produit et du coup peut-être créer une réelle rencontre à ce moment-là. Un produit touché et 50% de plus de chances de se vendre. Donc créons la rencontre. Essayons justement de placer le client dans cette position-là. Donc pour tout ce cadre émotionnel que l'on vient de parcourir, tout l'enjeu c'est d'impressionner, de dire au client voilà, on est là pour vous recevoir, on a créé quelque chose pour vous, évidemment on vous attire, on vous raconte quelque chose, et puis que le client puisse se projeter. Parce qu'il a testé les produits, il va pouvoir se projeter chez lui, il va pouvoir avoir une idée de son quotidien, mais son quotidien de manière un peu plus rêvée aussi. Voilà, tout l'enjeu, c'est de faire adhérer le client. En faisant adhérer le client, on commence déjà à créer de l'attachement. Ça va ? Deuxième point, on attaque sur... c'est celui de la communication. Alors, l'enjeu aujourd'hui de la communication, je dirais que l'enjeu est un petit peu à multiples facettes. La première facette, c'est de se dire qu'il ne sert à rien de trop communiquer avec le client. Il faut surtout essayer de lui donner
des informations qui lui sont utiles à lui. Hein, c'est lui qui va parcourir, qui va faire son parcours, qui va aller à la rencontre des produits, qui va du coup lire les informations. Et pour cela, il faut que le client puisse être informé selon ses besoins. Donc la surinformation n'est jamais très bonne en magasin. Elle vient souvent camoufler le produit et du coup ne se positionne pas suffisamment bien pour créer la rencontre. Dans la communication, on va aussi montrer au client qu'on le connaît. Donc on va commencer aussi à créer ce lien dans cette communication-là. Alors on va parler de différents niveaux de communication. Vous voyez là, on commence à rentrer un peu plus dans le magasin. Hein. On a passé un petit peu ce côté émotionnel et justement on va arriver à faire la rencontre avec le cerveau qui réfléchit. Là, ce qu'on veut, c'est donner du sens par la communication. On a vu un produit qui nous plaisait, il sent bon, on l'a testé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Mais la première rencontre se fera normalement d'abord par l'émotionnel. Dans la communication, le premier point, c'est de guider. On veut que le client puisse arriver au bon endroit, à la boutique, pour faire la bonne rencontre ou la bonne expérience avec. Pour cela, on a une hauteur qui n'est pas si souvent utilisée. Et pourtant, tous les retailers la payent. Hein, c'est la 3e hauteur, celle qui est au niveau du plafond, qui est rarement utilisée, pour certainement plein de bonnes raisons. Mais il y a aussi de très bonnes raisons de l'utiliser. D'une, vous la payez. De deux, c'est la plus visible en entrant en magasin. Et de trois, c'est celle qui va nous permettre de travailler tout un tas d'autres choses que le produit. Donc, elle va aussi travailler sur la partie décoration, la mise en ambiance, la signalétique. Donc là, vous le voyez sur les images, hein, de loin, soit on arrive à se diriger parce qu'on voit de la signalétique, soit on arrive à se diriger juste parce qu'une partie de décor va nous parler. Et comme là, tout est beaucoup travaillé avec de la couleur, ça va vraiment permettre aux clients de se diriger facilement. On travaille également avec des accessoires, donc on continue à raconter l'histoire en 3e hauteur. Pour continuer à guider, on va évidemment travailler, donc comme je le disais, la signalétique, travailler l'attractivité. Hein. Parfois, de travailler une signalétique qui ne dit pas juste produit de soins, mais plutôt prenez soin de vous, ça va aussi changer, vous voyez, le rapport que l'on va avoir avec son client. Et du coup, on commence aussi on continue à créer du lien. Par la communication, on va tenter de se faire comprendre. Voilà, tenter de faire comprendre le produit. Quels sont les atouts du produit? On parlera d'aide au choix et dans ce point-là, de PLV pédagogique. Quel est le produit? Quelle est son origine? Comment l'utiliser? Quelles sont ses caractéristiques? La communication agit souvent comme un vendeur muet. C'est un véritable complément à l'équipe de vente. Ce qui fait que l'équipe de vente n'arrive pas uniquement pour parler du produit, mais plutôt pour voir si le produit est bien complémentaire, est bien dans les besoins d'un client. Donc une bonne communication nous permet aussi de repositionner une équipe de vente pour son réel métier. Pas simplement pour parler d'un produit, mais surtout pour créer la rencontre entre le produit et le client. Donc d'abord de la communication, ensuite du relationnel. Ces PLV pédagogiques, évidemment, elles sont en volume, avec des images. On ne perd pas toutes les parties émotionnelles qu'on a vues, couleurs, sensorialité, pour justement continuer à attirer le client, à travailler sur toute l'attractivité. Dans les aides au choix, on a évidemment toutes les notices. Alors là, on en a beaucoup chez Rituals, beaucoup parce que ça permet aussi de donner les règles du jeu. On a des barres pour créer ses propres produits. Donc évidemment, ça nécessite de pouvoir expliquer, d'avoir un processus, une notice. En faisant ça, on donne aussi beaucoup d'autonomie aux clients. C'est aussi une marque de confiance. Donc si on veut créer du lien et de l'attachement, cette confiance, elle est aussi importante. Hein, de ne pas infantiliser le client, mais bien au contraire, de lui donner tous les enjeux et les règles du jeu pour qu'il puisse aussi s'amuser. Hein. La consommation, ça reste aussi un terrain de jeu. Pour continuer sur les aides au choix, après on a des PLV de recommandation. Là, c'est plutôt donner une intention, dire que ça, c'est un produit qui vous conviendrait, ça, c'est un produit qu'on vend beaucoup. Ça, c'est essayer de donner aux clients des indications sur des coups de cœur ou des choses comme ça. Ça se fait beaucoup dans les librairies. On le retrouve nettement moins dans d'autres commerces.
mais souvent savoir ce que l'équipe de vente pense, ou ce que la marque pense, ou ce qui a été plébiscité sur les réseaux, ce qui a été extrêmement bien noté. Voilà, ça peut aussi en magasin faire le lien avec ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe sur la partie purement digitale. Certains magasins ont commencé à faire des liens avec cette partie digitale, et ça fonctionne plutôt bien parce que du coup le client retrouve ses habitudes de l'extérieur à l'intérieur du magasin. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de technique merchandising aussi revisitée. C'est revisiter à la lumière de ce qu'on connaît de nos clients. Ne pas simplement mettre en place un outil merchandising, mais le mettre en place parce qu'on connaît bien son client, l'adapter, le personnaliser. Donc vous l'aurez compris, sur la partie communication, tout l'enjeu, c'est de l'aider à mieux consommer ce client, à devenir client, mais aussi à mieux consommer. Lui donner le choix, donc le responsabiliser, l'autonomiser, lui faire confiance. Et puis pour la marque, évidemment, de passer des messages. Donc voilà, créer la rencontre avec le produit, avec ou sans l'équipe de vente. On n'oublie pas qu'un client sur deux ne va jamais adresser la parole à l'équipe de vente. Donc ça veut dire qu'un client sur deux doit s'en sortir seul, ce qui est beaucoup quand même. Voilà. Une fois qu'on a attiré le client, qu'on lui a créé de l'émotion, qu'on l'a fait vivre au cœur d'une expérience, une belle histoire, qu'on a donné du sens à son parcours et également au produit, qu'on a tenté de créer la rencontre, bon, on lui souhaite qu'à ce niveau-là, il ait eu envie d'acheter et qu'il soit passé à la caisse. Ça serait pas mal. En ce qui me concerne, dans cette boutique quand même sur 4 étages, autour du bien-être, quand on imagine en France qu'on voit des bougies, des lotions pour le corps, on n'a absolument pas idée de ce qu'ils ont réussi à créer sur place. Après, l'enjeu, ça va être de travailler sur la relation. Donc, on a vu qu'on pouvait parler du pré-achat, donc tout ce qui peut se passer en amont de la visite en boutique. Là, on est vraiment en boutique. Et donc, sur le relationnel, on va parler de ce qui se passe après. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser global. Donc, on est beaucoup plus en macro-merch. On est beaucoup moins sur les outils de micro-merch vraiment en magasin. Là, on va penser plutôt parcours global, un parcours qui pense le digital, le magasin, mais aussi comment faire pour garder un peu plus le client en magasin. Et peut-être même le faire revenir pour d'autres raisons que celle d'acheter. Et là, je pense qu'on sera au comble de l'attachement normalement. Donc, la relation à double sens qu'on essaye de créer, c'est déjà de personnaliser. On connaît mieux son client grâce à toutes les datas que l'on a sur lui. Donc, essayons de personnaliser un maximum son parcours et un maximum son expérience. Donc, là, on a une expérience premium de pouvoir créer, par exemple, son parfum. Voilà. Donc, on crée son parfum, on a sa bouteille designée, on travaille son packaging. Donc, ça veut dire que potentiellement, je vais en faire un pour moi, puis finalement, je vais aller en chercher un autre pour offrir. Et c'est une expérience que l'on va avoir envie de revivre plusieurs fois. Donc, c'est intéressant et c'est surtout une expérience qui va voyager. Parce qu'un client qui va avoir expérimenté ça va avoir envie d'en parler. Donc, je dirais que c'est vraiment un point de départ pour faire revenir le client et créer une relation, mais c'est quelque chose, la personnalisation qui de plus en plus permet au client de se dire que son produit est unique. Un produit unique, c'est aussi un client unique en termes d'image de soi et d'image de marque. Donc, plus on va arriver vers des éléments que l'on va pouvoir personnaliser, plus le client va revenir. Quand on va personnaliser, on va aussi pouvoir se dire que l'offre d'achat, elle est personnalisée en fonction d'un client, en fonction d'une ville ou même d'un pays. Donc, à l'inverse de tout uniformiser en termes de marque, on peut bien au contraire venir personnaliser chacune des boutiques. Là, en l'occurrence, il y a des gammes que l'on ne trouve qu'à Amsterdam, qui ne sont faites que pour Amsterdam. Donc, c'est intéressant aussi pour le client de se dire que il y a aussi l'exceptionnel que l'on peut trouver dans une boutique et pas dans une autre. Voilà. Donc, la nécessité qu'on avait eue d'uniformiser dans les années 2000, on retrouve finalement maintenant à faire l'inverse et à venir plutôt tirer sur la corde sensible de l'hyper-personnalisation et de créer des particularités pour chacune des boutiques. Ce qui, du coup, va évidemment dans cette idée de relation à double sens. Dans cette relation, évidemment, on cherche à rendre service. Alors, Rituals, je dois avouer que là, ils m'ont cueilli complètement.
ils rendent service à l'esprit et au corps. Il y a un étage entièrement conçu pour le corps et un dernier étage, une élévation spirituelle, entièrement conçue par l'esprit, pour l'esprit. Un bar anti-stress, des massages avec des lits aquatiques, des zones de yoga, enfin, un concept vraiment complet. L'idée de pouvoir y passer même la journée, de pouvoir venir avec des amis, mais aussi avec ses collègues, de pouvoir créer des rituels qui sont propres à chacun des clients et donc ultra personnalisés. Évidemment, un super accueil, le tout super bien designé. Voilà, des services innovants qui ne sont pas des services classiques, mais qui sont des services qui ont été pensés pour les clients Rituals. Voilà, ceux qui sont à la recherche de 15 minutes pour se vider la tête. Voilà, vous avez un siège où pendant 15 minutes, vous choisissez votre musique, votre odeur, votre lumière. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment permettre à Rituals et surtout à ses clients de ne venir que pour ça. Et éventuellement de repasser par la case produit pour le petit souvenir. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est dans cette relation qu'on va créer avec le client à double sens, parce qu'on le connaît mieux, on va lui permettre de mieux connaître la marque, on va lui permettre de rentrer par les produits, mais de ressortir et de revenir par d'autres services. Et du coup, d'avoir un véritable cercle vertueux. Dans cette idée de créer du lien, c'est évidemment l'idée de prolonger le moment. Quoi de mieux qu'un bon restaurant ? Allô ? Oui. Ce restaurant, il a été pensé à l'image du fondateur qui a fait pas mal de voyages pour découvrir justement tous ces rituels et les rendre accessibles à ses clients. Donc ce bar-restaurant, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un bar-restaurant. Il ne se limite pas au moment de déjeuner et de dîner. Vous pouvez y venir à n'importe quel moment de la journée, du petit déjeuner au dîner, même après que le magasin soit fermé. Donc l'idée est plutôt ingénieuse. Et donc là, on expérimente réellement la philosophie Rituals. On peut s'y donner rendez-vous. C'est un premier point de contact, ça peut être aussi un dernier point de contact. Et c'est un point de contact qui est au-delà du commerce. Hein, là, on vient parler spirituel, mais on vient surtout parler à l'estomac et on sait à quel point ça crée de l'attachement. Voilà. Donc, si vous voulez, pour finir avec ce troisième axe, tout l'enjeu, c'est de rester consumer-centric, de mettre le consommateur au cœur des dispositifs et de penser ces dispositifs à travers ce client qu'on connaît de mieux en mieux. Utilisons tout ce qui est investi dans le digital, dans les datas, pour personnaliser cette expérience en magasin et surtout la poursuivre. Donc, en tant que merchandiser, architecte, pensons l'espace pas uniquement comme un espace de vente. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de showrooming, donc il n'est pas forcément utile d'avoir énormément de stock sur un shop floor, mais surtout de faire vivre une expérience au client pour que le client ait envie de revenir, de le communiquer aussi. Créer de la complicité. Une marque avec laquelle on est complice, duquel on se sent proche, c'est une marque que l'on va plébisciter et sur laquelle on aura envie de communiquer et avec laquelle on aura envie de continuer à partager des moments. Donc voilà, après avoir créé la rencontre avec le produit, l'idée c'est de créer la rencontre avec son client. Voilà. Donc il y a vraiment là un mouvement de la marque vers son client pour mieux le connaître et du coup, de manière vertueuse, remettre ça dans le parcours client pour toujours continuer à réadapter au mieux le parcours. Donc tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a réussi à parler au cœur de ce client et à lui faire vivre une belle expérience et à travailler vraiment sur toutes ses émotions, et on le voit, ce n'est pas des choses qui sont forcément très compliquées à mettre en œuvre, hein, simplement il faut avoir l'intention de le faire. Le deuxième point, c'est lui parler des choses qui l'intéressent, parce qu'on le connaît bien. Et enfin, essayer de rentrer en communication avec lui, en relation avec lui, pour que le client puisse revenir vers nous, pas uniquement pour le produit, mais parce qu'il y a une réelle adhésion à la marque. Et du coup, ça permettra aussi, quand certaines collections sont peut-être moins attractives pour lui, de quand même conserver une belle image de la marque et du coup d'avoir envie de continuer à y vivre de belles expériences. Voilà, on a fait les 3 axes.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous mets mes coordonnées ici. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci.